Nous sommes en 1973. Cela fait maintenant un an que la Nike Cortez est sortie et arpente les terrains d'athlétisme, faisant de Nike la nouvelle marque émergente du monde du sport. Cependant, ceux-ci voulaient désormais conquérir d'autres domaines, et l'un des premiers auxquels ils se sont attaqués était évidemment le basketball, le nouveau sport en vogue aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils s'inspireront de l'équipe préférée de Phil Knight, les Portland Trail Blazers, pour créer la Nike Blazer. Une sneaker assez similaire au modèle de leurs concurrents principaux comme Converse et Adidas. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'un seul et unique joueur allait en faire une icône, au point de la voir revenir à la mode 30 ans plus tard. Salut à tous, c'est Arthur Berondi et aujourd'hui, on remonte aux origines même du basketball chez Nike puisqu'on vous dévoile les secrets de leur toute première création pour ce sport, la Nike Blazer. En 1973, cela faisait seulement 9 ans que Nike existait. Baptisé Blue Ribbon Sports en 1964 par Phil Knight et Bill Bowerman, leur objectif était au départ de distribuer les chaussures japonaises d'Onitsuka Tiger aux États-Unis. Mais après quelques divergences, ils ont décidé de se séparer d'eux et de demander à Caroline Davidson, une graphiste de l'Université de l'Oregon, de leur créer le swoosh qui deviendra l'emblème de Nike jusqu'à aujourd'hui. Ils commercialiseront d'abord la Cortez, un concentré de savoir-faire japonais et d'idées américaines venu tout droit de l'esprit de deux passionnés de course, Bill et Phil. Cependant, l'athlétisme c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour développer une marque de sport à grande échelle. C'est pour cela qu'ils décideront de s'attaquer au basketball qui, à l'époque, avait un marché du sponsoring qui était loin d'être saturé contrairement à aujourd'hui. Cependant, Bill et Phil n'y connaissaient pas grand-chose au basketball. Eux étaient plutôt des fanats d'athlétisme puisqu'ils étaient respectivement coachs d'athlétisme et coureurs de demi-fond. Mais ils vont quand même relever le défi. Cependant, ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à concurrencer Converse et Adidas de suite. Ils voulaient donc simplement se faire connaître pour commencer à s'imposer à court terme. Et c'est pour cela qu'ils vont concevoir une chaussure simple avec les meilleures technologies de l'époque quand même. Une tige en cuir souple, une languette en nylon et une semelle en caoutchouc vulcanisé texturé. Cette chaussure avait exactement les mêmes caractéristiques que les meilleures chaussures de basketball de l'époque, les préférées des joueurs au début des années 70. Pas de technologie Air, pas de révolution, juste la même chose que Converse et Adidas. Mais alors comment pouvaient-ils se faire une place en proposant la même chose qu'eux? Les deux géants étaient trop en place pour prendre leur place sans raison. Eh bien tout simplement grâce au marketing, et pas n'importe lequel. Afin de faire connaître sa chaussure, Nike avait évidemment tout d'abord apposé un gros swoosh sur le côté, histoire que les spectateurs remarquent bien les joueurs qui portent les Blazers. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils choisiront des joueurs spécifiques pour les porter, et en premier, évidemment, un membre des Portland Trail Blazers, l'équipe préférée de Phil Knight, qui a également inspiré le nom de la chaussure. Geoff Petrie, un très bon joueur de l'époque, sera choisi pour porter la nouvelle création de Nike et sera par conséquent le premier joueur de basket de l'histoire à porter des Nike sur un parquet de NBA. Et c'est pas rien quand même. Cependant, Nike sentait que ce n'était pas assez. Il fallait aller beaucoup plus loin niveau marketing pour se faire remarquer. C'est pour cela qu'ils réaliseront un coup de maître en faisant partir George Gerwin, surnommé The Iceman de chez Adidas, afin qu'il signe un contrat chez eux. À l'image de ce qu'ils ont fait avec la Air Jordan dans le futur, ils ont proposé à l'un des meilleurs joueurs de NBA de l'époque une chaussure innovante, originale en termes de design et aussi plus d'argent. Une des raisons pour lesquelles Michael Jordan a signé chez Nike en premier lieu. Il ne faut pas l'oublier. Mais peu importe, signer George Gerwin à l'époque relevait quand même de l'exploit. Le joueur qui évoluait au San Antonio Spurs deviendra le porte-étendard de la Blazer en 1977 et ce, jusqu'à la fin de sa carrière. Il était surnommé The Iceman pour son impassibilité sur le terrain et aussi ses exploits en NBA. En effet, ce joueur finira 4 fois meilleur marqueur de championnat en 1978, 79, 80 et 82. Un sacré bougre le Iceman. Nike fera apposer son nom sur la totalité des supports publicitaires du modèle, mais aussi à l'arrière de ses chaussures. La caméra était sans arrêt braquée sur ce joueur pendant les matchs, et par conséquent aussi sur ses chaussures et son imposant swoosh. Celui-ci a énormément contribué à l'expansion de Nike dans le basketball. Prenons exemple sur Adidas et sa superstar, Nike continuera à développer sa Blazer jusqu'au début des années 80, en sortant des versions hautes, mais aussi des versions basses de la chaussure, et ce en de nombreux coloris. Mais hélas, la Blazer disparaîtra des terrains de basket au début des années 80, au profit des Air Force One et évidemment des Air Jordan. Cependant, la paire n'était pas finie pour autant, et quand on sait toutes les collabs qu'elle a aujourd'hui, on peut se douter qu'elle a eu une sacrée renaissance. Mais qu'est-ce qui l'a fait renaître ? Les années 80 ont marqué un véritable tournant dans l'histoire des sneakers. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Air Jordan, qui a fait des sneakers des chaussures de rue grâce à l'aura du joueur qui les portait. Mais aussi l'influence du hip-hop avec par exemple Run DMC, qui faisait gratuitement la pub des Adidas Superstar dans leurs chansons. Et mine de rien, même si peu de gens en parlent aujourd'hui, la Blazer a fait partie de ces chaussures initialement prévues uniquement pour le sport et qui sont devenues des chaussures de rue, mais surtout des chaussures de skate. Dans les années 90 et au début des années 2000, les skaters cherchaient des chaussures légères et à budget réduit. Et la Blazer était le modèle parfait. Peu cher et
très classique dans son look, les skaters pouvaient les détruire sur leur planche sans aucun remords. Oui, les détruire. Car si vous êtes un skater, que ce soit pour vous détendre ou bien pour faire de la compétition, vous savez qu'on bousille forcément ses chaussures lorsqu'on pratique ce sport. Mais au-delà de ça, la paire possède une semelle plate qui accroche bien à la planche, quelque chose de très important, mais aussi un excellent maintien de la cheville. Et cette énième coïncidence, après la dunk, nous montre que les besoins des basketteurs et des skaters ont toujours été très proches en termes de sneakers. En 2003, l'artiste de rue Futura, oui, le même qui a réalisé les Dunk Low Off-White Futura, a décidé de travailler sur la Blazer. Produite en seulement 1000 exemplaires, les chaussures sont un mélange de daim vert, beige et bleu marine et demeurent à jamais une des paires les plus rares de l'histoire du modèle. Mais c'est finalement en 2005, au moment où la SB Dunk explosait, que le skater pro Lance Mountain conçoit la première SB Blazer, conçue exclusivement pour la pratique du skateboard. Celle-ci possède une languette rembourrée et la technologie Air pour la première fois de l'histoire du modèle. Elle sera déclinée en low et en mid, une hauteur idéale pour les skaters, et dans de multiples coloris. Mais c'est en 2006 que la Blazer deviendra hype pour la première fois, quand la marque de skate Supreme a décidé de collaborer avec Nike sur le modèle, en déclinant 3 coloris issus de leur imaginaire. Sortie en noir, en blanc et en rouge, celle-ci possède une empeigne en cuir matelassé, des swoosh en fausse peau de serpent et des rubans sur les talons accompagnés d'anneaux dorés qui sont inspirés d'une marque italienne dont on ne va pas, c'est Gucci. C'est clairement Gucci. La paire était vendue pour 180 $ à l'époque, ce qui était énorme pour une Blazer qui était de base une paire low budget, mais rencontrera un énorme succès, faisant de cette collab l'une des meilleures et des plus rares de l'histoire du modèle, mais aussi un pilier pour sa pérennité. Et en parlant de pérennité, qu'en est-il d'aujourd'hui ? On ne s'en rend pas trop compte, car les gens en général n'ont Dieu que pour les Dunk et les Air Jordan quand on parle de Nike, mais la Blazer est omniprésente depuis des années. En 2014, Nike décide de sortir une version vintage de la Blazer. La Blazer Mid 77 Vintage White Black. Avec sa tige en cuir suédé, elle demeure l'une des meilleures ventes du modèle depuis des années, dépassant les 25 000 ventes sur le site StockX en 3 ans. Son aspect simple fait qu'elle peut s'associer à n'importe quelle tenue, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, même si elle a plus trouvé son public chez la gente féminine. Mais évidemment, quand on pense temps moderne et Blazer, on pense évidemment aux nombreuses collabs qui ont fait que tout le monde en porte encore aujourd'hui. On peut citer en premier les blazers comme des garçons sortis en 2013, avec le Nike du talon remplacé par CDG, comme sur les chaussures exclusives de The Iceman à la fin des années 70. On peut également parler des blazers en collaboration avec Fragment, sorti en 2014, composé de suède beige. Avec sa contribution, il a créé une paire à la fois simple et originale. Ensuite, évidemment, on peut citer la Blazer High Off-White dans la collection The Ten, considérée comme l'une des plus belles blazers de tous les temps, mais aussi l'une des plus rares. Travailler sur une blazer était d'ailleurs, selon Virgil Abloh, l'une des choses les plus difficiles de sa carrière, car il faut en faire une version originale sans trop la dénaturer. En effet, c'est sa simplicité qui a plu au départ. C'est pour cela qu'il grossira encore un peu le swoosh, apposera sa petite étiquette orange, sa signature shoelaces sur les lacets et d'autres petits détails qui en feront une paire simple mais collector. Il sortira ensuite 3 autres versions, une noire et une beige pour Halloween et une déclinaison spéciale pour la queen du tennis, Serena Williams. Enfin, comment parler des blazers des temps modernes sans mentionner les blazers en collaboration avec Sacai, que ce soit les high ou les low, avec leurs lacets de différentes couleurs, mais aussi leur design totalement dingue et futuriste qui casse complètement avec ce qu'on a vu sur la paire jusqu'à aujourd'hui. Cette paire a même eu le droit à une triple collaboration avec l'artiste Cause, de quoi donner encore plus de valeur à une collaboration qui n'en avait clairement pas besoin, tellement elle marchait bien par elle-même. Aujourd'hui, la Blazer est un classique auprès d'une large communauté, que ce soit les basketteurs, les skaters, les fans de sneakers, mais aussi les gens qui de base ne s'intéressent à aucun des milieux qu'on a mentionnés. Et seul un nombre restreint de chaussures a réussi cet exploit. C'est pour cela que la Blazer continue de durer dans le temps et qu'elle n'est pas prête de disparaître. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à très vite sur Sneakonaire.